recherche. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Benoît Doyon-Gosselin, vice-doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche. Benoît est également professeur de littérature au département d'études françaises et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires. Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Micheline, ça me fait plaisir. Je sais que tu es polyvalent, mais si tu le veux bien, j'aimerais qu'on discute plutôt du rôle un peu méconnu de vice-doyen à la FESR. Dis-moi, quelles sont les principales fonctions de ce poste? Peut-être en commençant, je pourrais mentionner que la FESR, c'est vraiment l'acronyme, ça veut dire Faculté des études supérieures et de la recherche. Présentement, comment ça fonctionne? On a un doyen qui est Francis Leblanc, qui lui, je dirais que 85% de son temps, il s'occupe des aspects liés à la recherche. Alors que moi, c'est le contraire, on sépare vraiment les tâches en lien avec ça. Moi, je m'occupe à 85% de tout ce qui relève des études supérieures. Donc, ça, c'est peut-être la grande distinction à mentionner. Puis aussi que la Faculté des études supérieures et de la recherche, c'est une faculté qui n'a pas vraiment de programme ou presque pas sous sa tutelle réellement, qui n'a pas vraiment de professeurs non plus à gérer. Donc, c'est vraiment un peu différent. C'est une faculté qui sert beaucoup à l'appui pour les étudiants, pour les chercheurs, mais qui n'a pas le même rôle que les autres facultés typiques qu'on connaît à l'Université de Moncton. C'est académique, un exemple. Exactement, c'est ça, exactement. Donc, nous, c'est vraiment les études supérieures, donc maîtrise, doctorat, quand il y a des post-doctorats ou des stagiaires, des choses comme ça, et la recherche pour les professeurs et les propriétés intellectuelles, des trucs comme ça. Donc, évidemment, je fais tout le temps une blague avec ça, être vice-doyen, c'est peut-être la tâche la plus facile parce qu'il n'y a pas de description de tâche en partie, c'est appuyer le doyen dans ses orientations. Donc, des méchantes langues pourraient dire que c'est faire tout ce que le doyen ne veut pas faire, mais ce n'est pas ça vraiment parce que nous, c'est vraiment bien divisé. Donc, une des choses qui est importante que je m'occupe, c'est vraiment, je dis tout le temps, de l'admission à la diplomation des étudiants. Donc, vraiment, toutes les demandes d'admission au cycle supérieur, ils passent à travers tout un processus, mais le dernier processus final, c'est moi qui dis à la fin, oui, cet étudiant-là peut venir, oui, ou non, cet étudiant-là ne vient pas. Puis par la suite, quand les étudiants décident de s'inscrire dans le programme, bien là, il y a toutes sortes d'étapes, des formulaires à signer, des jurys à mettre en place, etc., etc. Puis, dans le fond, on espère que les étudiants se rendent jusqu'au bout, jusqu'au dernier formulaire, puis qu'ils diplôment de leur maîtrise ou de leur doctorat, par exemple. Ça, c'est un des aspects, si on veut, assez général, mais qui est très important parce que il y a eu une explosion des demandes d'admission dans les dernières années, surtout de l'international. Donc, ça crée un volume important. Et puis, bien, il y a évidemment sur les admissions, etc. Mais dans mon cas, bien, je les vois toutes, peu importe qu'elles soient acceptées ou refusées. Donc, ça, c'est un élément important. Parle-nous des champs d'action où tu dois intervenir, car j'imagine qu'ils sont nombreux, ces champs d'action-là. Ben oui, bon, l'admission, on vient de le dire. Il y a aussi les bourses et les concours. Donc, il y a toutes sortes de bourses, que ce soit des bourses internes, des bourses externes, etc. Donc, il y a des comités. Il faut que ces comités-là fonctionnent pour qu'on sorte les noms et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment important pour les étudiants, évidemment. L'autre élément qui est important, c'est de, par exemple, revoir et interpréter et revoir les règlements universitaires. Donc, il y a des règlements que personne ne lit jamais, sauf quand on n'a plus le choix. Bien, moi, je suis tout le temps rentré dans ces documents-là pour voir comment on interprète les règlements par rapport à des situations. Puis, évidemment, c'est tout le temps des cas qui sont particuliers, curieux, même bizarres des fois, parce que la majorité des étudiants, par exemple, des étudiantes, font un processus tout à fait normal, puis on n'entend pas parler mais des fois, il y a des cas particuliers. Des fois, il peut y avoir des conflits aussi entre une étudiante et sa directrice ou son directeur de recherche. Donc, si le conflit ne se règle pas dans la faculté en question, bien, peut-être que ça remonte à la FESR, puis là, on peut organiser une rencontre. Ça, c'est des éléments qui sont là. Et puis sinon... Donc, un rôle de médiateur aussi, à certains moments, là. Médiateur. Puis évidemment, bien, je parlais d'admission tout à l'heure, puis de diplomation, mais des fois, il y a des cas de rendement inférieur, d'exclusion d'étudiants. C'est jamais drôle de faire ça, mais ça fait partie du travail. Puis des fois, ça peut presque rendre service à un étudiant qui se rend compte qu'il n'est pas vraiment au bon endroit. Donc, ça arrive, ça aussi. Donc, il peut être redirigé des fois peut-être aussi à un autre domaine, peut-être aussi, où ils vont mieux performer. Tout à fait, tout à fait. Des fois, ça arrive comme ça que l'étudiant, il ne s'est pas tout perdu, il peut faire quelque chose d'autre, puis c'est pour le mieux. Des fois, c'est prendre un pas de côté pour mieux avancer après ça. Donc,
Outre l'aide financière, c'est certain que les raisons pour poursuivre les études au cycle supérieur sont grandes, là. Ça varie d'une personne à l'autre. Penses-tu que des gens qui sont diplômés, que ce soit à la maîtrise ou au doctorat, plus particulièrement, je regarderais peut-être à la maîtrise, sont des atouts précieux vers un marché compétitif d'emplois hautement qualifiés? Parce qu'on sait avant ça, on compétitionnait avec des universités pour nos programmes, mais maintenant, on a aussi le marché du travail où on demande aussi des gens très qualifiés pour faire des emplois, là. Oui, bien, juste avant peut-être de répondre à ça, j'aimerais peut-être revenir sur la question des bourses, parce que ça, c'est important. Oui. Je ne l'ai pas mentionné. Oui, on s'occupe des bourses disponibles à l'Université de Moncton. Oui. Évidemment, surtout pour des étudiants canadiens, mais quand même, les étudiants internationaux, parfois, il y a des bourses qui peuvent fonctionner pour eux aussi. Je les nomme rapidement, les bourses des grands conseils, que ce soit le CRSH, le CRSNG. Donc, il y en a peu, mais pour les étudiants les plus performants, c'est possible. Les bourses aussi de la Fondation pour l'innovation sociale au Nouveau-Brunswick. C'est des bourses qui s'appellent STGM Innovation sociale. Les bourses LOE de patrimoine canadien pour les langues officielles, l'enseignement en milieu minoritaire, etc. Donc, et aussi, pour des gens qui viennent au doctorat à l'Université de Moncton, les frais de scolarité des Canadiens sont complètement exonérés. Et pour les étudiants internationaux, bien, ils payent seulement le montant supplémentaire que les Canadiens ne payent pas, si on veut. Donc, c'est presque la moitié des coûts réels. Donc, ça, c'est toutes des bonnes choses quand même pour les étudiants. Mais, comme tu dis dans ta question, les raisons pour poursuivre, tu sais, on aurait pu dire qu'il y a 20 ans, ben, un bac, c'était important pour avoir un bon emploi. On pourrait dire aujourd'hui, en 2022, que la maîtrise, si on veut, c'est le nouveau bac d'une certaine façon. C'est-à-dire que je dis tout le temps aux étudiants que la marche entre le bac et la maîtrise n'est pas si élevée, alors que la marche entre la maîtrise et le doctorat, elle, me semble beaucoup plus élevée, puis ce n'est pas pour tout le monde nécessairement. Mais la maîtrise, normalement, quelqu'un qui fait bien ça dure 2 ans. Donc, ce n'est pas un très grand investissement de temps, alors que tu termines ton bac à 21 ans, 2 ans de plus, pour avoir plus de compétences, pour te distinguer par rapport à d'autres qui ont fait le même bac que toi à Moncton ou partout ailleurs au Canada. Donc, c'est certain que la maîtrise, pour moi, ça permet d'être mieux positionné pour le marché du travail et peu importe le domaine. Donc, ça, c'est une chose. C'est sûr que pour le doctorat, on voit même des articles souvent des dernières années que c'est une réflexion qui s'impose. Des fois, je vois des étudiants, j'en ai vu même des collègues, pas des collègues, mais des étudiants qui étaient étudiants avec moi, que les études supérieures, doctorat, ça a peut-être été une fuite en avant. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ont juste poursuivi, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, il faut faire une bonne réflexion, se dire, est-ce que je veux vraiment m'investir pendant 5, 6 ans pour faire un doctorat? Pourquoi je le fais? Parce que c'est certain qu'avec la situation de plein emploi aujourd'hui, il y a quand même des bonnes raisons. Puis des fois, je dis souvent aux étudiants qu'on ne veut pas que les gens abandonnent. Moi, j'aimerais ça que tout le monde diplôme, mais des fois, il y a des abandons positifs. Tu abandonnes parce que tu as un emploi non seulement payant, mais satisfaisant dans ton domaine. Pour moi, c'est une réussite quand même, parce que cet emploi-là n'aurait peut-être pas eu lieu si tu avais été tout de suite sur le marché du travail, tu ne l'aurais peut-être pas vu, etc. Donc, je pense qu'il faut avoir des études pour être compétitif. Il faut aller à la maîtrise si on a le goût et le plaisir de le faire. Puis après ça, bien, le doctorat, c'est autre chose selon nos intérêts de vie, etc. Puis il faut le faire pour les bonnes raisons, surtout. Et comme tu le spécifiais tantôt, il y a des bourses aussi qui encouragent aussi financièrement à poursuivre ses études. Parce que souvent, c'est l'endettement. On a peur de l'endettement. On dit, ben, est-ce que je vais être capable de trouver un emploi qui va me permettre de payer toutes ces bourses-là? On parle de bourses, mais souvent, c'est les prêts étudiants aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr. Ça protège un peu l'avenir de ces étudiants-là. Tu as tout à fait raison. Puis moi, personnellement, je suis un mauvais exemple dans ce sens-là, parce que, ou un bon exemple, ça dépend comment on le prend. J'ai jamais eu d'aide d'études parce que j'ai tout le temps eu la chance, c'est vraiment une chance d'avoir des bourses, tout ça. Puis je connais d'autres étudiants aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, tu sais, des fois, on ne se rend pas compte quand on est au bac que si on veut continuer, ça vaudrait vraiment la peine de se forcer au bac, d'avoir des bonnes notes parce que les bons résultats scolaires engendrent des bourses, entre autres, et engendrent toutes sortes d'autres affaires, des assistants de recherche peut-être, même au niveau du premier cycle. Donc, ça peut être vraiment bénéfique de bien partir du bon pied dès le premier cycle pour, après ça, peut-être avoir des bourses, des grands conseils, par exemple. Comme tu parlais de l'assistant de recherche, souvent, c'est intéressant parce que tu crées aussi une expérience de travail qui peut t'amener aussi à aller plus loin ou t'aider à rentrer dans le marché du travail avec une expérience qu'une autre personne n'aurait pas, par exemple. Tout à fait. C'est bien ça. Je n'avais pas pensé à l'assistanat. Selon Statistique Canada,
Plus de la moitié des Canadiens sont titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires. J'ai été surprise de lire ça, mais agréablement surprise, je devrais dire. Statistiquement, où se situent les admissions pour la diplomation au cycle supérieur à l'Université de Moncton? On part-tu d'une baisse à cause de toutes sortes de facteurs ou ça c'est stable depuis quelques années? Bien, deux choses peut-être par rapport à ça. Les statistiques pour le Canada, c'est intéressant, mais il faut peut-être se remettre dans le contexte de l'Acadie ou des francophones au Nouveau-Brunswick ou dans l'Atlantique. Tu sais, l'Acadie a toujours été un peuple pendant longtemps sous-scolarisé. Donc, la création de l'Université de Moncton en 1963, puis tous les programmes qui ont été développés depuis ce temps-là, ont fait en sorte qu'on est en train de rattraper, en fait, la moyenne canadienne, certainement. Donc, en ce sens-là, c'est très, très positif, en fait. Tu sais, peut-être que l'Université de Moncton a été l'entité ou l'organisation qui était la plus importante pour le développement des francophones de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, certainement. Donc, ça, c'est une chose puis c'est évidemment les gens bien avant moi qui ont travaillé là-dessus, puis c'est tant mieux. Maintenant, pour les statistiques comme telles, je dirais que depuis, c'est assez stable. En fait, il y a une petite hausse à chaque année, mais pas énorme. Il y a à peu près 400 étudiants présentement à la maîtrise et au doctorat à temps plein. Donc, c'est quand même, évidemment, ce n'est pas comparable à ce qui se fait au premier cycle, mais il y a quand même beaucoup moins de programmes, puis c'est plus compétitif au cycle supérieur. Donc, 400 étudiants. Donc, ça, c'est étudiantes, c'est vraiment excellent. Puis, il faut dire pour la aussi... taille de notre université aussi, par rapport Oui, à exactement. Oui, parce que disons que pour faire des chiffrons, on est une université, incluant les deux campus du Nord, d'à peu près 5000 étudiants, 4800 présentement, quelque chose comme ça. Fait qu'on a à peu près, disons, un peu moins, peut-être 9 des étudiants qui sont de cycle supérieur. Donc, c'est quand même vraiment intéressant pour ça. Et donc, l'autre élément qui est intéressant, c'est la diversification des programmes. Il y a maintenant 8 doctorats qui existent. Je ne sais pas combien de maîtrises, au moins une cinquantaine de maîtrises, là, incluant des certificats, des diplômes, etc. Donc, il y a vraiment une diversification des programmes qui permet de répondre, si on veut, non seulement aux besoins du marché de l'emploi, mais répondre aussi à l'intérêt des gens selon les disciplines qui les intéressent, que ce soit très professionnel, comme une maîtrise en sciences infirmières, ou une maîtrise dans une discipline fondamentale comme la physique ou l'histoire. Donc, vraiment, ça porte un beau portrait. Puis évidemment, on ne peut pas tout faire les programmes. Il y a d'autres universités pour ça, mais disons que pour répondre aux besoins de la population, puis d'une université de taille plus petite comme Moncton, on a vraiment développé le deuxième, troisième cycle, je dirais, depuis une vingtaine d'années, certainement. Ah, bien, c'est intéressant. Puis, au niveau des programmes aussi, c'est très diversifié. Je remarquais aussi, je sais que côté recherche, tu t'en occupes un peu moins, mais quand on regarde les projets de recherche qui sortent de l'Université de Moncton avec des étudiants, les thèses aussi, la variété de thèses qui sortent avec des sujets. Moi, je me dis, je suis fière d'être à l'Université de Moncton parce qu'on crée de très belles choses chez nous, là. Tout à fait, tout à fait. Puis, je pense que l'intégration, justement, des étudiants, des étudiantes dans des projets de recherche de professeurs en sciences, en génie, même en sciences sociales aussi, par chance de travail social ou criminologie, des trucs comme ça, c'est vraiment impressionnant de voir comment ça fonctionne bien. Puis, même le financement de la recherche aussi de l'Université de Moncton par les professeurs n'a jamais été aussi haut en chiffres totaux. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, vraiment, ça va assez bien. Puis, je dirais que l'admission en général, pas juste au cycle supérieur, il y a eu un creux de vague à un moment donné qu'on n'avait pas le choix à cause de la démographie, mais même la pandémie n'a pas freiné nécessairement tant que ça les demandes d'admission et même les inscriptions à l'Université de Moncton. Donc, c'est vraiment, on est en bonne position présentement. Puis, la seule affaire qui manque, je dirais, c'est éditorial ce que je vais te dire, mais c'est un meilleur financement des gouvernements, du gouvernement provincial essentiellement. Mais ça, c'est un combat de tous les jours c'est le nerf de la guerre sur l'argent, toujours. Exact, exact. C'est pas juste pour l'Université de Moncton, pour toutes les universités en Atlantique, c'est au Nouveau-Brunswick, disons, c'est des représentations qui sont faites à des hauts niveaux, mais ça, on laisse les autres s'en occuper qui sont aptes à le faire. Benoît, ça a été un plaisir de te parler. Vraiment, on connaît un peu mieux ce que tu fais maintenant. On sait que les études supérieures à l'Université de Moncton se portent bien et on espère que ça va continuer de la sorte. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser un petit peu. Puis j'espère que les gens qui vont voir les capsules vont un peu mieux apprécier ce qui est fait à la FESR et surtout la diversité de services qu'on offre à la FESR. Merci encore, Benoît. À la prochaine. Merci, Micheline. Au revoir.